Salut à tous, je m'incruste vite fait avant que la vidéo commence. Il y a une grosse annonce qui arrive à la fin, donc restez jusqu'au bout. J'avais une dizaine d'années quand j'ai pu mettre la main sur la version bleue de Pokémon. J'étais un peu en retard puisque les versions or, argent et cristal étaient déjà sorties, ce qui ne m'empêchait pas de profiter du jeu à fond. Avec Bulbizarre comme starter, j'étais venu à bout de la première arène sans trop me fouler, et le vent de l'aventure guidait mes pas vers le mont Sélénite. Mais avant d'en arriver là, il fallait se frayer un chemin sur la route 3, pavé de montagnards sous stéroïdes et de gamins adeptes de la secte du Chord Sacré. Après une série de combats épuisants, il était temps de recharger les batteries. Coup de chance, il y avait un centre Pokémon près de l'entrée du mont Sélénite. J'ai mis mon équipe à soigner avant de remarquer qu'un type étrange se tenait près du PC. Un marchand avec une offre qu'il disait exceptionnelle. Un Magikarp pour 500 Pokédollars seulement. Je savais pas trop quoi en penser, mais bon, j'avais encore jamais vu de Magikarp dans le jeu. Alors j'ai accepté l'offre. Je venais juste de me faire avoir. Magikarp est une créature à part. Il est totalement inutile en combat, a longtemps été le Pokémon le plus faible de tous, et le plus étonnant c'est que le Pokédex ne manque pas de le ridiculiser. Un Pokémon tout à fait pathétique. Autrefois, il était beaucoup plus puissant que cette créature minablement faible. Magikarp manque totalement de vitesse et de force. C'est le Pokémon le plus pathétique sur Terre. Pour couronner le tout, la bestiole peut être repêchée dans pratiquement tous les points de des jeux, ce qui rend l'arnaque du marchand de Magikarp encore plus aberrante. On trouve Magikarp en abondance, et c'est à partir de ce point qu'on peut le lier à la famille des carpes asiatiques, en voyant à diverses espèces originaires de Chine et de Sibérie. Comme Magikarp, dont les archives d'ON précisent qu'il peut survivre dans n'importe quel environnement, même très pollué, la carpe asiatique est capable de s'adapter pratiquement partout. Ainsi, plusieurs espèces de carpes asiatiques ont été introduites en Amérique du Nord et sont aujourd'hui perçues comme des espèces invasives, supplantant les poissons indigènes en s'accaparant leur nourriture, se reproduisant vite et entraînant un déclin de la biodiversité. Magikarp s'inspire-t-il de la carpe asiatique sans autre précision? C'est un peu plus compliqué. En japonais, la créature s'appelle Koiking. Si le terme koi désigne la carpe commune et peut englober tout un tas de carpes asiatiques, le mot japonais est surtout connu à l'international pour qualifier une espèce de carpe précise, la Nishikigoi. Et pour mieux comprendre Magikarp, il faut raconter l'histoire particulière de ce spécimen étonnant. Ce qui nous amène au cœur de l'époque Edo, dans la région montagneuse de Niigata. Pour améliorer la qualité de vie des paysans qui se nourrissaient exclusivement de riz, on introduisit la carpe Magoi de Chine dans les réserves d'eau nécessaires à l'irrigation des rizières. S'adaptant facilement aux nouveaux écosystèmes, l'espèce présentait l'avantage d'offrir des vivres en abondance au vu de la croissance rapide des poissons et de leur reproduction de masse. Au début des années 1800, les cultivateurs de riz remarquèrent que certaines carpes exhibaient des mutations spontanées dues à la consanguinité, leur découvrant alors des taches colorées. Ils favorisèrent les croisements entre ces spécimens rares et créèrent une nouvelle espèce qui connut plusieurs noms. Hirogoi se traduisant par carpe colorée ou encore Anagoi pour carpe fleurie, avant d'adopter l'appellation définitive de Nishikigoi, la carpe de brocart. Le terme Nishiki renvoyant à cette étoffe de soie tissée avec de l'or. Les paysans y trouvèrent vite un intérêt commercial et commencèrent à arrondir leur fin de mois en écoulant leurs plus beaux spécimens, qui n'avaient alors plus rien de semblable à la carpe commune et qui orneraient les bassins les plus prestigieux des environs. Très vite, ces beaux poissons devinrent à la mode et les prix commencèrent à s'envoler. Et si le succès des Nishikigoi se limita à la préfecture de Niigata pendant une centaine d'années, tout changea en 1915, lors d'une exposition à Tokyo où un éleveur apporta ses plus belles carpes. La légende raconte que le fils de l'empereur, le prince héritier Hirohito, alors âgé de 14 ans, se serait arrêté devant les Nishikigoi pour les contempler un long moment. En remerciement, l'éleveur de Niigata lui offrit 8 carpes pour colorer le bassin royal. Et c'est à ce moment que l'engouement pour la Nishikigoi gagna le Japon. Maintenant, pourquoi avoir traduit Koiking en Magikarp? Pourquoi la créature est décrite comme le roi des carpes en japonais alors qu'elle n'est même pas capable de se défendre?
Au vu des faiblesses de Magikarp, du fait qu'on puisse le trouver littéralement partout et de son apparente inutilité, on pourrait penser que les différents noms donnés à Magikarp seraient surtout teintés d'ironie. Prenant l'aspect d'une couronne en or, la nageoire dorsale de la bestiole semble accentuer la plaisanterie. Mais la réalité pourrait être un peu plus contrastée. Après la Seconde Guerre mondiale, l'engouement pour la Nishikigoi s'est étendu, et les passionnés du monde entier se sont pris d'enthousiasme pour le poisson qui fut bientôt appelé plus simplement koi japonaise, ou koi. Aujourd'hui, des fortunes du monde entier exposent fièrement les koi multicolores dans leur bassin. Certains par passion, d'autres pour exhiber leur richesse, car les prix de la carpe de brocart sont devenus exorbitants. En 2016, 27 millions d'euros de koi japonaises ont été vendus à l'étranger. Certains spécimens se négocient à plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'autres à plusieurs centaines. Un commerce venant expliquer la présence du vendeur de Magikarp près du mont Sélénite. À la différence qu'à l'inverse de Magikarp, les carpes koi n'ont rien de commun, et que la beauté de ces poissons représente l'aboutissement de la sensibilité esthétique nippone. Les koi sont signes de prestige et de fierté, et les plus beaux spécimens sont considérés comme des œuvres d'art vivantes. Les Japonais les appellent parfois Oyogo Oseki, les joyaux vivants. Un terme qui nous amène à Magikarp doré, mis en avant à plusieurs reprises, que ce soit dans le jeu de cartes, l'animé ou lors de distributions événementielles. Ici, la créature semble renvoyer à une variété précise de Nishikigoi. Il s'agit des Ogon, une espèce métallique monochrome ayant contribué à accroître le statut de joyau vivant des koi. Les premiers Ogon, couleur or, furent introduits en 1947 à la suite de croisements de carpes noires aux lignes dorées. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs carpes appartenant à cette variété de koi dont les principales sont la Yamabuki Ogon et la Pulachina Ogon, deux Nishikigoi respectivement d'or et de platine. En plus de l'Ogon, il existe une grande variété de carpes koi, comme on peut d'ailleurs le voir dans le jeu Magikarp Jump sorti en 2016, où l'on retrouve 33 motifs de Magikarp, en comptant sa version shiny. Certains de ces Magikarp originaux renvoient à des variétés de Nishikigoi précises. On trouve par exemple la Kohaku, à la base blanche et aux taches rouges, qui est l'une des déclinaisons les plus anciennes et sans doute la variété de koi la plus emblématique. On peut aussi observer la Nishikigoi Tancho, spécimen populaire et extrêmement convoité. Dérivée de la Kohaku, cette carpe blanche affiche une unique tache rouge sur le sommet de la tête, rappelant le drapeau japonais. Magikarp Jump nous présente tout un tas d'autres variétés de Nishikigoi, mais le jeu met surtout en lumière un point essentiel concernant Magikarp, sa capacité à sauter. À l'heure de Pokémon Or et Argent, le Pokédex nous apprenait déjà que la créature était capable de sauter haut en de rares occasions, ou encore que Magikarp effectuait des bonds hors de l'eau, faisant de lui une proie facile pour les Roucoups. La vérité, c'est que la capacité signature du Pokémon soulignait cette aptitude étonnante depuis le début. En japonais, l'attaque trempette se nomme Anelu, un terme qu'il conviendrait mieux de traduire par saut. Voilà au passage pourquoi d'autres Pokémon sans lien avec le type eau comme Granivol, Spoink ou Laporeille peuvent apprendre l'attaque trempette. On notera enfin que Magikarp peut apprendre d'autres attaques comme rebond ou fléau, qui se traduit par frétille en japonais, et que cette tendance à bondir est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Revenons-en aux carpes asiatiques qu'on a présentées au tout début de nos recherches. Troublées lorsqu'elles sentent le danger, elles peuvent sauter jusqu'à 3 mètres hors de l'eau. Il n'est donc pas rare que des passagers en bateau soient frappés par des carpes en plein vol. Celles-ci pouvant peser jusqu'à 30 kg, elles peuvent même constituer une menace. Raison supplémentaire de classer la carpe asiatique comme espèce nuisible en Amérique du Nord. Ayant conservé cet instinct, la carpe koi est elle aussi capable de bondir hors de l'eau. Et le jeu Magikarp Jump en a fait l'essence de son gameplay. Mais il faut explorer le folklore chinois pour voir où cette habileté mène Magikarp. La légende raconte l'histoire d'un banc de carpes s'étant mis en tête de remonter le fleuve jaune en Chine. Luttant contre le courant, les carpes étincelaient alors qu'elles progressaient dans leur quête. Mais bientôt, le banc tomba sur une cascade, et la plupart des carpes firent demi-tour, laissant le fleuve les emporter. Il restait malgré tout un petit nombre de carpes refusant d'abandonner. Bondissant de la rivière, elles essayèrent d'atteindre le sommet de la cascade, encore et encore. Leurs efforts attirèrent l'attention d'esprits mal intentionnés, qui rendirent la cascade encore plus haute. Et le banc n'était pas au bout de ses surprises, puisqu'il arrivait qu'un pêcheur ou un prédateur emporte une carpe pour son repas du soir. Après des centaines d'années de lutte, une carpe parvint finalement au sommet de la cascade. Émus par la persévérance du poisson frétillant, les dieux décidèrent d'en faire un être fort et puissant. Alors la carpe devint un dragon.
Nouveau décor, nouvelle lune, nouvelle année. À travers la foule, on observe d'étonnantes créatures serpenter sur le son des tambours. Animés par des danseurs, ces dragons de tissu sont parfois longs de 70 mètres. C'est de ces dragons chinois, qu'on appelle longs, que s'inspirent tous les dragons asiatiques. Créature fantastique à l'apparence d'un serpent géant aux pattes atrophiées, le long ne possède pas d'ailes, mais peut voler grâce à la crête s'étirant du sommet de son crâne au bout de sa queue. En Orient, la portée symbolique du dragon est très forte, puisqu'il est d'abord l'un des 12 animaux du zodiaque chinois, mais qu'il appartient aussi aux 4 animaux sacrés de Chine, tous associés à un point cardinal. Ce qui nous amène au cœur du développement de Pocket Monsters. Avant la création des Pokémon légendaires, les développeurs réfléchissaient à un concept à peu près similaire, les Pokémon Mirage. Difficile de savoir précisément ce qu'étaient les Pokémon Mirage. Apparemment, ils devaient être uniques, il est possible que leur capture n'ait pas été permise et on remarque surtout qu'ils semblaient s'inspirer des 4 animaux sacrés de Chine. On retrouvait donc Arcanin, basé sur le tigre blanc de l'Ouest, le classe qui aurait été la tortue serpent noir du Nord, et il est possible que Léviator ait un temps été envisagé comme le dragon azur de l'Est. Ainsi lié au soleil levant, parfois bleu, d'autres fois verte, la créature mythique a pour nom Shenlong en Chine, et c'est sur son modèle qu'a été créé Shenron, de Dragon Ball. Mais il faut dire aussi que les 4 animaux sacrés de Chine trouvent leur équivalent au Japon. Là-bas, le dragon d'azur se nomme Seiryu et protège l'est de la ville de Kyoto. Ses couleurs, bleu ou vert, représentent la végétation, la saison du printemps et la fertilité. Et surtout, le dragon apporte la pluie. Car depuis la Chine ancienne déjà, les dragons sont les gardiens lunatiques des mers et des océans. Le Magikarp qu'on m'avait vendu avait terminé dans une boîte sur le PC de Léo. J'avais essayé de l'envoyer au combat, mais le Pokémon se faisait systématiquement mettre KO en 2 ou 3 tours. Dans le village, j'avais un pote qui était fan de Pokémon lui aussi. Il collectionnait les cartes, il m'avait prêté la cassette du film Mewtwo contre-attaque, il avait capturé tous les Pokémon de la version rouge, il avait terminé la version jaune, et ses parents venaient juste de lui offrir la version argent pour son anniversaire. Je lui avais raconté l'arnaque du Magikarp, et il m'avait dit de ne pas me décourager et qu'il fallait que je me force à l'entraîner. Mais j'étais difficile à convaincre, et je lui avais répondu que de toute façon, c'était pas marrant d'entraîner Magikarp et que ça demandait trop d'efforts. Il a pas insisté, mais il m'a dit d'un air énigmatique qu'il aurait quelque chose à me montrer sur la version argent. Le mercredi après-midi suivant, il est venu à la maison, et on a allumé nos Game Boy. Je pensais qu'il voulait juste me montrer les Pokémon qu'il avait capturés, mais apparemment c'était pas le cas. Son personnage parcourait la ville d'Akaju et j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Les habitants semblaient avoir déserté le village, et on trouvait des membres de la Team Rocket un peu partout. Quand mon pote a allumé la radio de son Pokématos, on a capté des sortes de fréquences brouillées, et puis il y avait cette rumeur qui se propageait. Visiblement, un événement terrible se préparait au nord de la ville. On est allé, et on est arrivé au lac Colère, où une créature rouge et déchaînée régnait sur les environs. Alors mon pote est allé à la rencontre du monstre, et Léviator rouge s'est révélé. Léviator rouge est la première créature chromatique officielle à pouvoir être rencontrée dans le scénario d'un jeu principal. Le Pokémon doit sa couleur atypique du fait qu'il ait été forcé d'évoluer brusquement, Léviator ayant ainsi gardé les couleurs de Magikarp. Ce qui est intéressant ici, c'est de souligner à quel point la créature est associée à des émotions comme la colère ou la rage. Plein combat, le monstre lance la capacité Dracorage. Si les dragons asiatiques sont les gardiens des eaux et qu'ils sont généralement bienfaisants, ils peuvent aussi être maladroits, s'endormir, s'enivrer et provoquer de vraies catastrophes. Les fleuves débordent, la tempête ravage les côtes, et les dragons peuvent apparaître sous forme de tornades ou de typhons. On pensait même qu'à la suite d'affronts, les dragons pouvaient se venger et tout détruire sur leur passage. Pour prévenir le mal, la plupart des villages et surtout ceux près d'un point d'eau érigeaient un temple dédié au dragon local, afin de lui offrir des sacrifices en période de crise pour obtenir son aide et son pardon. Si le dragon d'Asie peut avoir des accès de colère, Léviator semble bien pire. Son nom japonais, Gyarados, est un mot valise qu'on peut décomposer en Gyakosatsu pour massacre, Arashi au sens de tempête et Odosu pour menacer. La plupart des descriptions du Pokémon font état d'une créature incontrôlable. Gigantesque et maléfique, il est capable de raser une ville entière dans un accès de rage. Sa nature violente ne se calme qu'une fois qu'il a tout réduit en cendres. La fureur de ce Pokémon peut durer pendant 1 mois. Tant de points laissant penser que les inspirations du Pokémon sont plus profondes que ce que l'on pourrait croire. Et pour comprendre d'où vient le mal de Léviator, il faut revenir aux prémices de sa conception. « 1990. Kensugi Mori et Satoshi Tajiri créent une salle de monstres pour préparer le projet Capsule Monsters. Léviator en faisait partie, mais son apparence n'avait rien à voir avec sa forme actuelle. Portant déjà le nom Galadosu, le Capumon ressemblait plutôt à un ver géant, un type de monstre très représenté dans la culture geek des années 80,
sans doute popularisé avec l'adaptation de Dune par Lynch sortie en 84, et qu'on peut alors retrouver dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, les jeux vidéo avec The Legend of Zelda et sa suite, ou dans d'autres films comme Beetlejuice, datant de 88. L'apparence monstrueuse de Beta Leviator résonne avec les descriptions qui lui seront données par la suite, mais aussi avec la traduction française du nom du Pokémon, attribuée par Julien Bardakoff. Si on garde Magikarp suffisamment longtemps dans son équipe, il devient brusquement un Pokémon aquatique très puissant. Avec Léviator, on a fait référence au monstre mythologique Léviathan en français, avec le suffixe or, qui sonne précieux. Mentionné dans la Bible, le Léviathan est une créature abyssale, souvent identifiée à la bête de l'Apocalypse. Ce jour-là, le Seigneur prendra sa grande, sa terrible, sa puissante épée pour intervenir contre le monstre Léviathan, serpent tortueux, insaisissable, et il tuera ce dragon des mers. Que ce soit dans ses descriptions et ses représentations, tout porte à croire que Léviator est plus qu'un simple dragon d'Asie, et la pièce manquante de ses origines pourrait nous avoir été donnée en 2013, quand Léviator a accédé à la méga-évolution. Un processus qui n'est pas sans contre-coup. La méga-évolution a endommagé son cerveau. Il ne lui reste donc plus que l'instinct sauvage de tout réduire en cendres. Si la colère de Méga Léviator semble pire encore que celle de Léviator, on remarque surtout que le Pokémon emprunte au poisson. Le monstre de poche conserve sa tête de dragon, et son corps présente 2 nageoires palmées proéminentes. Sa queue est clairement celle d'un poisson, et ses longs barbillons rappellent ceux de Magikarp. Le plus marquant, c'est que la créature n'adopte toujours pas le type dragon en méga évoluant. Si les développeurs avaient boudé le type dragon à Léviator, probablement pour des raisons d'équilibrage, laissant à la lignée de Dracos seul le privilège draconique, le métagame a subi de nombreuses modifications en quasi 20 ans, et Méga Léviator aurait enfin pu légitimement se voir attribuer le type dragon. Le choix du type ténèbres confirme sans doute qu'une autre inspiration a pris le pas sur le dragon asiatique. Au Japon, on trouve d'étonnantes sculptures aux extrémités des toitures des châteaux. Les Shachiyoko, des yokai pourvus d'une tête de dragon et d'un corps de carpe koi, voués à protéger les bâtiments sur lesquels ils siègent. Les Shachiyoko sont capables d'avaler des quantités d'eau qu'ils peuvent recracher par la suite, mais ont également la capacité d'invoquer les nuages et de contrôler la pluie en cas d'incendie. Comme le Shachiyoko, Méga Léviator semble être une créature composite, empruntant autant au poisson qu'au dragon. Et bien que ce soit moins flagrant, Léviator se trouve dans le même cas. Le kanji Sakana, pour poisson, peut également se prononcer Gyo, une sonorité qu'on retrouve dans le nom original du Pokémon. D'un autre côté, la créature hérite des barbillons communs aux dragons et aux carpe koi, sa queue s'achève en une nageoire caudale bleue et blanche, inexistante chez les dragons. Sans parler des autres nageoires sur le corps de Léviator. Enfin, le Pokémon est dépourvu des petites pattes griffues propres aux dragons d'Asie. Ken Sugimori a d'ailleurs révélé que Léviator aurait pu avoir des écailles de poisson. Limité par la Game Boy, l'artiste a dû trouver des astuces visuelles pour contourner les restrictions techniques de la console. Pensé comme un poisson dragon, l'illustrateur a ainsi choisi de ne pas pourvoir Léviator d'écailles, afin de simplifier la compréhension du sprite apparaissant à l'écran. Après l'épisode de Léviator rouge, j'ai décidé de donner une nouvelle chance à Magikarp. Je l'ai retiré du PC et j'ai repris l'entraînement. La créature était sans défense, et sa courbe d'apprentissage semblait très faible, mais je me suis acharné. J'envoyais Magikarp sur le terrain, je le retirais aussitôt et j'achevais le Pokémon adverse avec Florizarre. Et puis je retournais dans les hautes herbes, en quête de nouveaux monstres à affronter. Chaque année, le 5 mai, c'est le jour des enfants. Partout au Japon, on hérisse des bannières à la lueur de carpe en papier pour porter chance aux plus jeunes. Ce sont les koinobori, les banderoles de carpe, qui font référence à la légende du fleuve jaune où la carpe est devenue dragon. Cette légende peut être interprétée comme une allégorie des efforts à fournir pour surpasser les obstacles. Et il faut beaucoup de travail pour faire évoluer Magikarp en Léviator, dont le nom cache d'ailleurs un sens ultime. Le terme Gyakyo renvoie à l'adversité et à la persévérance. Et je me suis obstiné. Les combats rapportaient peu d'expérience, j'avais l'impression de passer des heures pour que Magikarp atteigne le niveau suivant, mais je me suis accroché. Dans la Chine ancienne, la carpe bondissant au-dessus de la cascade pour devenir un dragon était aussi associée à l'ascension sociale. D'abord en Chine, puis dans la région de Niigata, la carpe était consommée par les pêcheurs, de la même façon que ce sont souvent des pêcheurs qui jouent Magikarp. Au contraire, le dragon était l'animal emblème des empereurs. Dans Pokémon, ce sont des dresseurs expérimentés comme les top dresseurs qui peuvent se vanter de posséder un Léviator. Ainsi, lors du jour des enfants, les parents accrochent des carpes de tissu pour que leur progéniture soit capable de nager à contre-courant et s'endurcisse. Si la plupart des gens se moquent de Magikarp pour son allure atypique, il y a dans ce Pokémon un potentiel que seuls les plus fins connaisseurs sont capables d'estimer. En persévérant, en s'entêtant malgré les difficultés et les obstacles, on peut atteindre des sommets. Après tout, comme Magikarp, sommeille peut-être en vous l'ADN du dragon. Merci d'avoir regardé cet épisode. Comme promis en début de vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. On lance sur Ulule le livre du Verseau.
un projet de grimoire qui retrace les inspirations des 151 premiers Pokémon. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce projet en tête et l'idée c'est vraiment d'avoir un beau livre qui aborde toutes les créatures de première génération, en incluant de nombreuses dont je pourrais pas parler en vidéo. En tout cas j'espère que le livre du Verseau vous enthousiasme autant que nous. Vous avez toutes les infos sur la page Ulule. Alors là-dessus je vous laisse et on se dit à bientôt.